Donc, le cours sur la précipitation d'un solide. Donc, la précipitation, il s'agit d'un solide que l'on met en solution avec du liquide au-dessus, en général de l'eau. Et la dissolution que l'on observe du solide dans l'eau, c'est un phénomène limité. Si on met du solide en petite quantité, il se dissout. On dit que la solution est limpide. Exemple, vous mettez un sucre dans le café, il se dissout totalement. Par contre, si vous mettez 3 sucres ou plus, vous n'arriverez pas à tout dissoudre. Il va toujours rester du sucre en excès solide. Et là, on dit que la solution elle est saturée. Ça veut dire qu'on a dissous le maximum de sucre que l'on pouvait, mais on ne peut pas dissoudre davantage. Donc, quand il reste du solide au fond d'un bécher, on dit que la solution est saturée et le solide, c'est un précipité. Alors, première définition, ce qu'il faudra retenir, la solubilité qu'on appelle S d'un solide, c'est la quantité maximum qu'on peut dissoudre par litre d'eau. Et on peut l'exprimer soit en mol par litre, soit en grammes par litre. Donc, il y a juste la conversion à faire avec la masse molaire. Et cette solubilité dépend du solvant. Ça peut être soluble dans l'eau et insoluble dans un solvant organique. Ça dépend de la température aussi. Si vous avez de la graisse sur les mains et que vous essayez de l'enlever à l'eau froide, ça ne partira pas, mais à l'eau chaude, ça se dissout davantage. Donc la graisse, elle est plus soluble dans l'eau à température élevée. La solubilité varie. Et ça dépend aussi des solutés initialement présents. Par exemple, si vous voulez dissoudre dans de l'eau salée, c'est peut-être différent de dans l'eau pure. Alors, premier exercice, activité, on vous parle de l'acide benzoïque. C'est ce qu'on avait utilisé quand on avait fait les petits sapins. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en décembre, les petites pignes de pin, on essayait de les recouvrir d'acide benzoïque pour faire de la neige. Donc, la solubilité d'acide benzoïque dans l'eau, elle est de 2,4 grammes par litre. On vous donne la masse molaire. Et donc, comment trouver la solubilité en mol par litre? Je vous avais envoyé le polycope à l'avance, donc peut-être vous aviez déjà essayé de chercher. Si vous avez une idée de la réponse, vous pouvez l'écrire dans la conversation. Alors, comment on fait pour trouver en mol par litre? Il faut éliminer l'unité gramme. Alors oui, on divise par la masse molaire. Alors par contre, dire S sur M, c'est peut-être pas un bon choix, parce que S, c'est réservé pour la solubilité, que ce soit en grammes par litre ou mol par litre. Mais c'est ça, il fallait diviser par la masse molaire. Donc si vous divisez 2,4 grammes par litre par 60, ça vous fait 4, 10 moins 2 mol par litre. Alors ensuite, il fallait compléter les résultats pour les 3 expériences. Si vous mettez 1 gramme d'acide benzoïque dans 1 litre d'eau, j'ai pris des volumes faciles, hein. 1 gramme par litre, 1 gramme dans 1 litre. Sachant qu'on peut dissoudre au maximum 2,4 grammes pour 1 litre. On est dans le premier cas où on a mis un petit peu de solide. Et donc, notre solution, est-ce qu'elle va être saturée ou limpide? Qu'en pensez-vous? C'est ça, limpide. Donc, on a mis moins en solide de ce qu'on aurait pu mettre. Donc, on suppose évidemment qu'on a attendu jusqu'à l'équilibre, on a mis l'agitation et on a attendu un petit peu, et le solide a complètement disparu. La solution dit qu'elle est limpide. Deuxième cas, vous mettez 2,4 grammes d'acide benzoïque.
exactement la même valeur que la solubilité. Donc là, ça va dépendre de la précision de la balance. Soit vous êtes un tout petit peu moins de la valeur, soit un tout petit peu plus. Donc ça peut dépendre du matériel, mais là, c'est un cas théorique. Si on vous dit qu'on met exactement la même valeur de la solubilité, on suppose qu'on a dissous tout et qu'il reste juste un dernier cristal, par exemple un petit grain de solide, le petit grain qui est en plus de ce qu'on aurait pu dissoudre. Donc là, on dit que la solution, elle est juste saturée. Juste saturée, ça veut dire qu'il y a juste un petit grain qu'on n'arriverait pas à dissoudre. Et le dernier cas, si vous avez mis 4 grammes d'acide, quel va être le résultat? À vous de répondre. Saturé, d'accord, mais combien a-t-on de solide? Donc saturé, il y a du solide. On a pu dissoudre 2,4, c'est là un maximum. Voilà, vous savez faire des soustractions, c'est bien. Michel vous a bien entraîné pendant que je n'étais pas là. Donc, on a 1,6 g de solide en trop par rapport à ce qu'on aurait pu dissoudre. Et donc, on a 1,6 g de solide au fond du bécher, un précipité. Et on a réussi à dissoudre 2,4 g dans le liquide. Influence de la température. En général, la solubilité augmente quand la température augmente. Ça, c'est ce que je vous ai dit avec la graisse. Et ça marche pour à peu près tout, sauf le calcaire. Le calcaire dans les tuyaux de la maison, à force, il se dépose. Et il se dépose davantage sur les tuyaux d'eau chaude que d'eau froide. Et puis, dans le cas du sel, NaCl, la solubilité, elle est quasiment constante. Ça veut dire qu'elle est indépendante de la température. Donc, on verra ça un peu après. Vous avez des questions sur le début? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. J'essaierai d'y répondre. Donc là, le début, c'était assez simple. Donc, pour la suite, définition du produit de solubilité. Alors, je vous avais demandé de revoir les polycopes du chapitre 1 sur les constantes de réaction. Donc, le produit de solubilité, Ks, on le note K comme une constante de réaction et S pour solubilité. C'est le quotient de réaction à l'équilibre lorsqu'il reste du solide. Et une constante de réaction, on avait vu de façon simple, c'était les produits sur les réactifs. Chapitre 1. Donc, il va falloir calculer le produit de solubilité Ks de l'acide benzoïque qu'on a vu avant. Alors, c'est quoi la réaction de dissolution? C'est le fait que le solide devienne dissous en solution. Donc, au début, l'état initial, c'est l'acide benzoïque solide. Et l'état final, ça va être quoi? L'acide benzoïque l'acide benzoïque en solution aqueuse. Oui, Jean, c'est bon. Donc, la réaction, c'est l'acide benzoïque solide divisé par, qui donne l'acide benzoïque en solution aqueuse. Alors, comment on va exprimer le produit de solubilité? La définition, c'est que c'est la quotient de réaction à l'équilibre. Et le quotient de réaction, c'est les produits divisés par les réactifs. Donc, les produits, c'est l'acide benzoïque aqueux divisé par l'acide benzoïque solide. Tout ça en activité. Alors, je vous rappelle ce qu'on appelle activité en chimie, qui est différent de activité en tant qu'exercice.
l'activité en chimie. Si on a une espèce soluble, on va dire c'est la concentration, la valeur de la concentration sans unité. Dans le cas d'un solide, on dit que c'est 1. Le solvant H2O, on va poser par convention que ça fait 1. Et dans le cas d'un gaz, on ne va pas trop voir dans ce chapitre, c'est la pression partielle. Donc, si vous devez remplacer ici les quotients par leur expression, ça va être la concentration de l'acide benzoïque, puisque ça, c'est un soluté, la concentration maximum, puisqu'on suppose ici, il reste du solide. S'il reste du solide, c'est qu'on a dissous au maximum ce qu'on pouvait dissoudre. Et l'activité du solide, ça fait 1. Et donc, comment se note la valeur de la concentration d'acide benzoïque maximum? Ça va être quoi? La concentration d'acide maximum. À vous décrire par rapport à ce qu'on a dit au début. La concentration d'acide maximum, la quantité maximale de solide, c'est la solubilité. Et comme on a besoin d'une concentration en mol par litre, voilà, c'est 4,0 10-2. Je suppose, Tom, que vous allez dire 10-2 aussi. Donc, la valeur de la solubilité de la KS, c'est 4,0 10-2. Et attention, derrière, il n'y a pas d'unité. Parce qu'en fait, ce n'est pas une concentration, c'est une activité qui est concentration divisée par une mol par litre. Donc, dans le cas de l'acide benzoïque, KS ou S, c'est la même chose à l'unité près. Alors, je vais mettre là. Alors, pour la suite, cas d'un solide ionique. Alors, on va prendre le solide que vous connaissez le mieux parce que vous en avez à la maison. Le sel que vous mettez dans l'eau pour faire les pâtes, par exemple, ou pour saler les aliments, NaCl. La solubilité du sel dans l'eau, elle est extrêmement élevée. C'est une des plus élevées. On pourrait mettre 350 grammes de sel dans 1 litre et on arrivera à le dissoudre. Il faut un moment quand même, hein, je ne suis pas sûre. Et par contre, ne la goûtez pas, l'eau, parce qu'elle est extrêmement salée. C'est la teneur en sel qu'on a dans la mer Morte. La mer Morte, c'est une mer fermée où l'eau s'était évaporée. Et la concentration de sel, elle est à peu près de cette valeur-là dans l'eau. Donc, si jamais vous mettez une goutte d'eau dans l'œil, vous pleurez pendant un moment. Surtout que sur place, il n'y a pas d'eau propre, d'eau distillée pour se laver. Donc, allez-y, faites le calcul. Donc, solubilité en mol par litre, 5,98, oui, c'est ça. Si j'arrondis avec seulement 2 chiffres significatifs, 350, il n'y a que 2 chiffres significatifs. Donc, si vous arrondissez, effectivement, ça fait 6. 6 mol par litre. Alors, la réaction de dissolution du sel, par comparaison avec tout à l'heure l'acide benzoïque. Tout à l'heure, l'acide benzoïque, lui, on dit que c'est un solide moléculaire. Donc, quand il se dissout, il reste sous forme moléculaire, acide benzoïque. Par contre, le sel, c'est un solide ionique. Et donc, il va se dissoudre. Sous quelle forme? Oui, Henri-Louis, en ions, mais lesquels? Les ions. Oui. Na+, Cl-, c'est ça. Donc, la réaction, cette fois, vous avez le solide qui donne 2 produits, les 2 ions. Et donc, on peut faire un tableau d'avancement.
Alors, le tableau d'avancement en ampères mol par litre. Alors, l'état initial, on suppose qu'on a mis un excès de solide au fond du bécher. On remue. Et après, on regardera ce qui est passé. Donc, au début, à l'état initial, l'eau, on suppose qu'elle ne contenait pas encore des ions Na+, ou Cl-, c'est de l'eau distillée. Donc, on a 0 et 0. Si on attend l'équilibre, c'est-à-dire on attend un certain temps, qu'est-ce qui va rester en solide? Il va rester ce qu'on avait au début, moins ce qui est passé en solution, c'est la solubilité qu'on appelle S. Alors, les solides, je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de les estimer en mol par litre. C'est pour ça que là, ici, j'ai mis excès, je n'ai pas mis une valeur numérique, puisqu'on ne peut pas donner une valeur numérique mol par litre d'un solide qui n'est pas dans la solution. Donc, en général, ici, on n'est même pas obligé d'écrire excès moins S, on peut écrire seulement excès. Ça suffit. On sait que le solide, il en reste. L'excès, il est un petit peu plus petit que l'autre, mais il en reste. Ce n'est pas important de savoir combien on en a enlevé. Alors, combien est-il passé en solution de Na+ et Cl-? S'il y a S solide qui s'est dissous, là c'est simple, il est passé S. Donc, on a S mol par litre, c'est-à-dire 6 mol par litre de Na+, et 6 mol par litre de Cl-. Alors, l'expression de Ks, par comparaison avec celle de tout à l'heure, ça va être un petit peu plus compliqué. On doit toujours écrire le quotient à l'équilibre. Donc, ça va être l'activité des produits. Les produits, c'est cela, divisé par l'activité des réactifs. Donc, on a deux produits, l'activité d'Na+ et l'activité de Cl-, et un seul réactif. Et ici, c'est une multiplication. Hein. Attention, ce n'est pas une addition. Donc, l'activité de Na+, puisque c'est une espèce ionique, son activité, ça va être la concentration sans unité. Cl-, c'est pareil, la concentration aussi. Et l'activité du solide en bas, ça fait 1. Donc, ça va donner concentration Na+ au maximum, si on attend l'équilibre, fois Cl- au maximum, divisé par 1, parce que c'est un solide. Alors, ça va être égal à quoi? C'est ça, S carré, qui fait 36. S au carré égale 36. La solubilité d'Na+, c'est S, Cl- c'est S, S au carré égale 36. Et là aussi, sans unité. Ah, on ne peut pas écrire. Sans unité. Alors, là, on a supposé qu'au début, on n'avait pas d'ion et qu'à la fin, on va en avoir. Le système, on dit qu'il est à l'équilibre si le solide reste, c'est-à-dire si le solide ici, il existe. Si jamais on n'avait pas mis suffisamment de solide, au lieu de mettre 350 grammes pour 1 litre, si on n'avait mis que 10 grammes par exemple, si on n'avait mis que 10 grammes, les 10 grammes en mol, ils seraient passés sous cette forme-là, Na+ et Cl-, et par contre, du solide, il n'en resterait pas. Alors, dans ce cas-là, quelle serait la valeur de Ks? Valeur numérique de Ks, si on n'était pas dans un état d'équilibre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est carré en fonction de la concentration? Non, c'est pas ça.
une autre proposition. Donc, x carré moins s fois x. Non plus. Alors, en fait, je vous ai piégé parce qu'une constante d'équilibre, par définition, elle est constante. Donc, la constante d'équilibre, elle vaut toujours 36. Et je ne suis pas à l'équilibre, mais la constante de l'équilibre, quand il existe, elle vaut toujours 36. Vous aviez oublié que j'étais sadique des fois. Alors, par contre, cette valeur 36, elle va être supérieure au produit Na plus à l'équilibre fois Cl moins à l'équilibre. Puisque Na plus à l'équilibre, si j'ai réussi à dissoudre que 1 mol par litre, si j'ai mis 1 mol par litre, là, ça ferait 1 fois 1, 1 au carré, et c'est forcément plus petit que 36. Puisque Ks est égal à 36, si ici, vous avez les valeurs maximum qui correspondent à la solubilité. Si jamais vous avez une valeur plus petite que vous avez essayé de dissoudre, vous avez la même valeur de constante d'équilibre, sauf qu'on n'est pas à l'équilibre. OK? Alors maintenant, on va corser le problème parce qu'on va prendre un solide ionique, sauf qu'au lieu de donner un seul cation et un seul anion, on va avoir des charges différentes. Iodure de cuivre 2, ça veut dire du Cu2+. Ici, celui-là donnera Cu2+. Et I2, il y a 2 atomes d'iode, et ces 2 atomes, ils vont donner 2 ions. Donc, quelle va être la réaction de dissolution? Ici. Donc, le solide, il va donner les ions. Et vous allez voir apparaître un coefficient stoichiométrique. C'est ça, Hervé. Donc, il y a un seul Cu2+, et 2 I-. Donc, le tableau d'avancement, l'état initial, ça, c'est exactement la même chose. On suppose qu'on met un excès de solide. Et au début, on n'a pas encore des ions Cu2+ ou I-. Et l'état final, donc dans le cas du solide, on aura l'excès moins la valeur S qui a réussi à passer en solution. Et dans le cas de Cu2+ et I-, allez-y, dites-moi les deux valeurs. L'état final pour Cu2+ et à côté celui de I-. Combien on aura fait passer? S et S, c'est faux. S et 2S. Ouais. Il y a un coefficient stoichiométrique ici. Comme on fait passer 2 I-, il y aura 2 fois plus de I- par rapport à Cu2+. Donc, le coefficient stoichiométrique ici, il se retrouve là. Donc, on a fait passer S et 2S. Alors, l'expression du produit de solubilité Ks, comme tout à l'heure, c'est l'activité des produits, c'est-à dire Cu2+ et I- sur l'activité de réactif. Et là, attention, vous avez des coefficients stoichiométriques. Ici, c'est 1, on n'avait pas pris la peine de l'écrire. Et là, c'est 2. Donc, le fait d'avoir un coefficient 2, ça va vous faire apparaître un coefficient aussi en carré. Donc, le Ks, il va être différent de tout à l'heure. Il y aura le premier, Cu2+, et l'autre, l'activité I- au carré. Donc, le carré qui est là, il vient du coefficient 2 qui est là, sur l'activité du solide. Donc, ensuite, ça va vous donner les concentrations. On remplace les activités des phases aqueuses par les concentrations au carré. Et ensuite, quand vous remplacez,
vous avez S fois 2S, le tout au carré, ça fait 4S3. Clément, c'était presque. Vous avez oublié le carré, il s'appliquait aussi à S. Mais bon, c'était bien tenté. Donc finalement, l'expression de KS, cette fois, elle est différente, très différente par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était S carré. Et dans l'exemple de l'acide benzoïque, c'était directement S. Donc, tout ça pour dire que il ne faut pas retenir par cœur les formules. Ici, le 4S3, là, c'était S carré. Il faudra à chaque fois, pour un exercice, il faudra à chaque fois réécrire la réaction de dissolution, faire un tableau d'avancement et remplacer le S fois S, ça apparaît ici, et l'autre, S fois 2S le tout carré, vous voyez, ça donne une expression différente. Donc, faites-moi le calcul pour trouver la solubilité dans l'eau pure. La valeur du KS, elle est imposée, K10-12, c'était écrit ici. Donc, la valeur de KS, on la connaît, et KS, on sait que c'est 4S3. Donc, S, c'est racine cubique de KS sur 4. Le 4, il se simplifie. Donc, il vous reste juste racine cubique de 10-12 sur... Enfin, oui, racine cubique de 10-12 sur 1. Et donc, quand vous faites l'application numérique, ça, c'est facile. Ça fait 10-4 mol par litre. C'est bon pour vous, ces différents calculs? Parce qu'après, ça va se corser. Donc, si vous avez une question tout de suite, sinon, on corse. OK. Hop. Alors, maintenant, on va aborder ce qu'on appelle l'effet d'ion commun. L'effet d'ion commun, ça, c'est une approximation. On verra que ça aboutit à une approximation qui peut vous faire gagner beaucoup de temps dans les calculs. On verra ça à la fin de la page. Alors, l'effet d'ion commun, elle dit que la solubilité diminue fortement si la solution contient déjà au départ l'anion ou le cation qui provenait du solide. Alors, pourquoi? Parce qu'une solution aqueuse, c'est composé de molécules d'eau. Il y a à peu près 55 moles d'eau pour un litre. Et autour de ces molécules d'eau, on va pouvoir dissoudre des ions qui vont être solvatés par les molécules d'eau qui se mettent autour. Et la solvatation par les molécules d'eau, elle est possible uniquement s'il n'y a pas trop d'ions à solvater. S'il y en a trop, au bout d'un moment, on n'y arrive plus. C'est pour ça qu'il y a une valeur limite à chaque fois. Donc, si dans cette solution, au lieu que ce soit de l'eau pure, vous aviez déjà des ions au départ, et en particulier les ions qui viennent du solide, du coup, le solide, on pourra en dissoudre beaucoup moins. Donc, c'est le même exercice. Calculer la solubilité de l'iodure de cuivre, c'est UI2, mais au lieu que ce soit dans l'eau pure, on vous dit dans une solution qui contenait de l'iodure de potassium, K+, plus I-. Et vous voyez que I-, c'est un ion commun à l'iodure de cuivre. Donc, la solution, elle contient déjà I- et on va essayer de dissoudre l'iodure de cuivre.
Alors, la réaction de dissolution, elle va être comment par rapport à celle de tout à l'heure? Celle de tout à l'heure, elle est là. À votre avis, est-ce qu'il faut changer la réaction de dissolution ou est-ce que c'est la même? Le fait qu'on veuille le dissoudre dans l'eau pure ou dans une solution différente. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est la même équation ou est-ce qu'elle est différente? C'est la même, c'est ça. La dissolution, c'est toujours le solide qui essaie de passer en solution sous forme ionique. Et par contre, ce qui va changer, c'est l'état initial. Tout à l'heure, l'état initial, on avait dit on a un excès de solide et il n'y a aucun des deux ions parce que c'était de l'eau pure. Et dans l'eau pure, il n'y a pas d'ions. Ici, il va déjà y avoir des ions. Alors, dans le cas de CU2, on va dire on met un excès de solide, exactement comme tout à l'heure. CU2+, au départ, dans la solution d'iodure de cuivre, d'iodure de potassium. Dans la solution d'iodure de potassium, il n'y a pas de cuivre. Donc, le cuivre, il n'y en a pas. Et par contre, dans la solution, il y avait déjà les ions iodure. Donc, ici, on met combien? Est-ce qu'on met 0,1 ou est-ce qu'on met 0,2, sachant qu'il y a deux ions? Est-ce que je dois écrire 0,1 ou 0,2? Qu'en pensez-vous? C'est ça. Donc, en fait, la valeur initiale, elle est indépendante de combien après on va en dissoudre. Alors ensuite, l'état final. On suppose qu'on a attendu longtemps pour avoir l'équilibre. La solubilité, cette fois, on va la noter différemment. S', ce n'est pas une dérivée, hein, c'est juste pour dire que c'est une valeur différente. Parce qu'après, on la comparera à S. Donc, cette fois, si on a réussi à faire passer S' mol par litre de solide, CU2+, on en a formé S', c'est exactement comme tout à l'heure, puisqu'au début, il n'y en avait pas. Et par contre, ici, combien on aura formé pour I-, à vous? Tom, c'est au signe près. Hashtag essaye encore. Voilà. 0,1 plus de S'. Puisque I-, il est créé, donc ici, il faut l'ajouter. Hein? Ce n'est pas un réactif. Alors ensuite, le produit de solubilité KS. KS, il va valoir la même expression que tout à l'heure, c'est-à-dire l'activité de CU2+, fois l'activité I- au carré. Il y a toujours le carré à cause du 2 qui est ici. Sauf que cette fois, les valeurs des concentrations, elles auront changé. Donc, c'est toujours avec des concentrations. Donc, la première expression, CU2+, ça va être S'. Et I-, la concentration I-, c'est 0,1 plus 2 S'. Donc, n'oubliez pas les carrés, la parenthèse. Donc, l'expression de KS va être égale à S', ça c'est CU2+, et la parenthèse au carré, c'est I-. Donc, comment on peut trouver la solubilité S' dans la solution? Vous allez devoir résoudre une équation. J'ai juste pris le début et la fin. KS égale K10-12 égale à ça. C'est une équation du combienième degré
il y a S et il y a S' au carré. Donc, ça fait une équation de degré 2 perdu degré 3. Puisqu'on a S' fois S' au carré. En tout, il y a des S' au cube. Donc, c'est une équation de 3e degré. Ce n'est pas aussi facile à résoudre que AX2 plus BX plus C, puisque là, il n'y a pas de solution toute faite. Vous pouvez tenter la résolution numérique à la calculatrice, mais en fait, ce qu'on attend de vous à ce moment-là, c'est d'utiliser cette remarque effet d'ion commun qui va vous permettre de faire une approximation. Donc là, l'intérêt, si vous étiez en colle, vous pourriez toujours résoudre une équation du 3e degré. Ça peut se faire avec la calculatrice, mais c'est beaucoup plus élégant si vous faites l'approximation de l'effet d'ion commun. Comme la solution au début, elle contenait déjà l'ion I- qui provient du solide, donc on va pouvoir dire que la solubilité S' dans cette solution, S', elle va être plus petite que la valeur de tout à l'heure S qu'on avait trouvée égale à 10-4. En général, dans un exercice, on vous fait d'abord calculer la solubilité dans l'eau pure, cette ligne, et une fois que vous l'avez, après on vous demande c'est combien la solubilité dans une solution où il y a déjà un ion commun. Donc cette valeur 10-4, vous la connaissez. Donc qu'est-ce que vous allez en déduire? Que S', il est plus petit que S égale à 10-4. Et donc, quelle approximation on va pouvoir faire? Alors, factoriser, c'est déjà factorisé ça, Henri-Louis. Ça, c'est factorisé. Si j'avais développé, on aurait un degré 3. Alors oui, la simplification, ça ne peut pas être S'. Vous n'avez pas le droit de dire S' est négligeable dans un produit. Par contre, ici, vous avez une somme. Et dans la somme, vous allez dire que S' est plus petit que 10-4. Et donc 2S' est plus petit que 2 10-4. Et donc, l'approximation que vous allez faire, c'est que 0,1 plus 2S', c'est quasiment égal à 0,1. C'est à peu près 500 fois plus petit. Et donc, dans l'expression de KS, celle-là, là, factorisée, qu'est-ce qu'elle va devenir? À vous, qu'est-ce qu'elle va devenir si on vire S', en fait, ici, celui-là? Il va vous rester le S' qui est à l'extérieur et le 0,1 au carré. Donc, ça fait S' fois 0,01 ou S' divisé par 100. Alors, le but, c'est, je vous rappelle, de trouver la valeur S'. Donc, pour trouver la valeur S', on reporte dans l'équation l'expression de KS qu'on a vu tout à l'heure, ici, là, celle-là. On fait la simplification que le 2S', on l'enlève. Donc, ça donne un truc comme ça, voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à diviser par 0,01, ce qui revient à multiplier par 100. Donc finalement, la valeur de la solubilité ici, quand on fait le calcul, ça fait 4 10-10. Et si vous aviez résolu l'équation du 3e degré à la calculatrice, vous auriez trouvé peut-être quelque chose de l'ordre de 3,99 ou 4,01 10-10. Vous auriez trouvé la même chose. Ça va juste beaucoup plus vite de faire l'approximation. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire après, une fois qu'on a fait une approximation?
il me reste une dernière ligne. Qu'est-ce qu'on doit faire ici quand on a fait une approximation? Vous avez déjà fait des approximations en physique? C'est quoi l'étape finale? Il faut vérifier que l'approximation est correcte. Là, j'ai fait une supposition. J'ai supposé que j'avais le droit de dire que S' était plus petit que 10-4. Suite à ça, j'arrive à un résultat de calcul, 10-10. Et à ce moment-là, je dois vérifier, est-ce que le résultat que j'ai trouvé, il est cohérent? C'est-à-dire, est-ce qu'il est bien plus petit que le 10-4 au début? Si jamais vous aviez trouvé une valeur plus grande, par exemple 1, vous auriez dit, l'approximation que j'ai faite, elle est fausse, puisque l'approximation me donne une valeur impossible. Voilà, donc vous avez cette approximation. L'effet d'ion commun, dans les exercices que j'ai mis à la fin du Polycope, il faudra l'utiliser 2 fois dans les 2 premiers exercices. Donc ça, c'était le premier type d'exercice. On a une solution, soit de l'eau, soit avec des ions, et on essaie de mettre du solide dedans. Et le but, c'est de voir combien on a pu dissoudre de solide au maximum. Là, c'est un autre type d'exercice où on mélange 2 solutions qui contiennent des ions. Au début, il n'y avait pas de précipité dans aucune des 2 solutions, puisque solution, ça veut dire que c'est limpide. Et on veut savoir lequel des 2 résultats possibles on obtiendra. Soit, quand vous mélangez les 2, ça reste limpide. Par exemple, vous mélangez du sirop de fraise et de l'eau, et à la fin, vous obtenez du sirop dilué. Vous avez toujours une seule phase homogène. Donc ça, c'est la solution reste limpide. Ou alors, il va se former un précipité, mélange hétérogène, phase liquide plus phase solide. Là, l'autre exemple, c'est vous prenez du lait qui est liquide, vous mettez dedans du jus de citron qui est liquide, et on dit qu'on fait cailler le lait il va précipiter et vous obtenez des grumeaux. Donc c'est très difficile à boire, c'est même dégueulasse, le lait caillé, parce que déjà il est acide et en plus il y a des morceaux dedans. Donc voilà, ce type d'exercice, le but c'est de savoir si en mélangeant 2 solutions, on obtient un mélange qui reste limpide que du liquide, ou alors si on aura du solide qui s'est formé. Alors pour ça, il va falloir calculer le quotient de réaction initiale et le comparer au produit de solubilité du solide. Alors quand je dis le quotient de réaction, c'est le quotient de réaction de dissolution. C'est ça qui est difficile à comprendre en général, c'est que le problème, au lieu de dire on a des ions, on veut savoir s'il y a du solide, on va le prendre à l'envers, on va supposer qu'on a du solide et on veut savoir si ce solide-là se dissoudrait totalement. C'est-à-dire, à l'instant où vous faites le mélange, on suppose qu'on ferait du solide et instantanément, ce solide se redissoudrait. C'est comme ça qu'on va résoudre en fait. C'est une technique. Il y en a d'autres, mais ça c'est la technique la plus facile, même si elle est difficile à comprendre. Alors, je vous fais l'exemple. Une solution contient des ions Na+, et l'autre solution contient les ions Cl-. Et donc, en mélangeant
Na+ d'un côté avec Cl- de l'autre, on se demande si le solide NaCl va se former. Alors en TP, ce sera un très mauvais exemple parce que vous avez vu qu'on peut dissoudre 350 grammes par litre. Ça veut dire que pour faire précipiter, il faudra en mettre un paquet. Mais bon, c'est un exemple théorique et l'avantage, c'est qu'il est facile à écrire. Donc, dans le mélange initial, une fois que vous avez mis les deux solutions en commun, vous aurez les concentrations Na+ dans le mélange initial et Cl- dans le mélange initial. Ça, c'est, on suppose, sans précipitation, sans que ça ait réagi. Et on va calculer la valeur de ce quotient. Ce quotient-là, concentration Na+ fois concentration de Cl-, c'est la même écriture, regardez plus haut, que le quotient que j'avais écrit ici. Na+ fois Cl-. Sauf qu'au lieu d'être à l'équilibre, tout à l'heure c'était à l'équilibre pour un temps infini avec du solide qui reste, on avait les concentrations maximum ici, et c'était égal à 36. Dans le cas de cet exemple-là, ici, le quotient de réaction n'est pas a priori égal à 36, on ne sait pas, et vous avez les concentrations initiales au moment où vous avez fait le mélange. Donc cette valeur, vous pouvez la calculer puisque vous savez combien vous avez mis d'ions de chaque sorte. Ça, on vous aura dit qu'il y avait 1 mol par litre pour un et 2 mols par litre pour l'autre. Donc la concentration dans le mélange, vous pouvez la calculer. Et vous allez regarder combien ça fait. Premier cas, le cas le plus logique, c'est qu'on n'ait pas mis suffisamment d'ions. Par exemple, on a mis 1 mol par litre Na+ et 2 mols par litre Cl-. Le produit, ça ferait 2. On aurait une valeur plus petite que 36. Donc, il n'y a pas assez d'ions pour que le solide NaCl apparaisse et précipite. Et donc, on dit que la solution reste limpide. Donc, si vous mélangez 1 mol par litre Na+ et 2 mols par litre Cl-, ça va rester une solution limpide. Deuxième possibilité, c'était l'exemple du milieu tout à l'heure dans le tableau, avec l'acide benzoïque. Si vous êtes exactement à la valeur de Ks, ça c'est une question théorique, c'est très difficile d'avoir pile la bonne valeur. Donc c'est ce qu'on appelle la limite de saturation, c'est la limite où il apparaîtrait le premier cristal de solide. C'est comme s'il y avait un grain de solide qui s'est formé et c'est tout. Donc la solution elle est juste saturée. En général, ce cas-là, on ne l'a pas, puisque c'est théorique. On a soit le premier, Ks inférieur, soit le suivant. Alors le suivant, justement, si votre quotient de réaction il est trop grand par rapport à Ks, ça veut dire qu'il y a trop d'ions en solution. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, une solution, elle peut contenir des ions parce que les molécules d'eau vont entourer les différents ions de manière à les maintenir en forme aqueuse. Si jamais il y avait trop d'ions, la solution ne peut pas les contenir tous. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les anions et les cations vont faire une réaction de précipitation vers du solide. Et ainsi, la quantité d'ions en solution diminue jusqu'à atteindre la valeur maximum. Donc, si jamais vous avez un quotient de réaction qui est trop grand, la réaction de précipitation va commencer et elle va se poursuivre jusqu'à ce qu'on atteigne un équilibre, jusqu'à ce que la solution accepte de garder des ions en nombre suffisant, mais pas trop. Et donc là, on observe un précipité. Donc, il y a deux cas à retenir. Soit QR0 est trop grand, il y a un précipité, soit QR0 est trop petit et il n'y a pas de précipité. Le cas du milieu, celui-là, c'est rare qu'on le pose. Il n'a pas trop d'intérêt en fait.
C'est pour ça que l'activité suivante, il n'y a que deux cas, petit a et petit b, et il va y avoir un cas ou l'autre, mais pas celui du milieu. Alors justement, on arrive là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Les calculs de quotient, à quoi ça sert? Donc, on passe à l'exercice, l'activité. Donc, on mélange deux solutions limpides de nitrate d'argent et de chlorure de potassium. Et on vous parle de produit de solubilité du chlorure d'argent AgCl. Donc, vous voyez qu'il y a forcément un cation d'une forme, Ag+, avec un anion d'une autre forme. S'il y avait eu un autre précipité, on vous l'aurait dit. Donc là, on vous dit les ions nitrate NO3- et potassium K+, sont spectateurs, ça veut dire ils ne vont pas faire un précipité. Le seul précipité qui pourrait exister, c'est AgCl. Et on vous demande de dire, dans les deux cas possibles, est-ce qu'on observe un précipité AgCl et trouver l'état final. Si jamais il y a eu une réaction, qu'est-ce qu'on a obtenu? Alors, comme j'ai dit précédemment, on doit raisonner à partir de la réaction de dissolution de AgCl et pas la réaction de précipitation. D'accord? Donc, pour savoir si on a un précipité, ce qui est bizarre, c'est qu'on commence par écrire la réaction de dissolution de AgCl. On fait comme si, à l'instant initial, le solide s'était formé et qu'après, instantanément, il puisse se dissoudre. Donc, la réaction de dissolution, AgCl, ça va donner quoi? À vous, ça donne quoi? La dissolution de AgCl. Voilà, Ag+, Cl-. Ça donne des ions. Quand vous avez des espèces différentes, le plus souvent, ça donne des ions. Dans le cas de l'acide benzoïque, où on gardait la même forme, on vous aurait dit que ça restait sous forme solvatée. Mais si ça doit changer, ça donne les ions les plus simples. Alors ensuite, on a besoin de connaître la valeur du produit de solubilité Ks. Tout à l'heure, dans les exos, je vous donnais Ks égale telle valeur. Là, c'est plus dur. Je vous dis PKS égale. Donc, la question, c'est comment on trouve Ks en fonction de PKS. C'est les mêmes formules qu'avec pKa en fonction de Ka. Donc, Ks, c'est, Hervé, bravo, Ks, c'est 10 puissance moins PKS. C'est exactement comme avec Ka égale 10 puissance moins pKa. Donc, 10 puissance moins 9,7. Donc, quand on fait l'application numérique, ça donne une valeur très petite, très faible. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Le fait d'avoir une constante très faible, ça veut dire que AgCl est très peu soluble dans l'eau. En fait, il suffit de faire passer à peine quelques ions et on ne peut pas en faire passer plus. Par rapport à tout à l'heure NaCl, qui était extrêmement soluble. Vous aviez un Ks, c'était égal à 36. 36, c'est très très grand par rapport à 2-10-10. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour comparer, pour savoir si on a du solide,
L'expression de KS, c'est quoi? Ce qu'on a vu tout à l'heure, KS, solubilité, on suppose que le solide existe. Donc, c'est une constante d'équilibre. J'ai rajouté ici équilibre avec le solide qui existe. Donc, quand vous remplacez le KS, c'est l'activité de Ag+, les produits, Ag+ fois Cl-, je vous rappelle, c'est un multiplié là, divisé par l'activité du solide. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ici, c'est simple, il n'y a pas de coefficient stoichiométrique. Ça donnerait la concentration Ag+ maximum fois la concentration Cl- maximum sur 1. Et ça fait 2 10-10. Donc, pour savoir si le mélange que vous avez fait, ça donne un précipité ou pas, vous allez devoir calculer le quotient de réaction Ag+ initial fois Cl- initial. Vous voyez que c'est la même chose que là, sauf qu'au lieu d'avoir les valeurs maximum qui correspondent à un solide, vous avez les valeurs initiales, avec ici les petits zéros. Donc, vous devez calculer ces valeurs et comparer à KS. Et après, vous serez dans ces 3 cas précédents. Soit votre quotient de réaction, il est trop petit, il ne se passe rien, soit il est trop grand. Alors, Henri-Louis, qu'est-ce qu'on a mis? PK de 1 à moins 10. KS devrait être 10 moins 10. Oui, si PKS était égal à 10, on aurait eu KS égale 10 moins 10. Donc là, on a 10 puissance moins 9,7. Quand vous faites l'application numérique, c'est un tout petit peu plus grand que 10 moins 10. Donc, ça fait 2 10 moins 10. Là, on a 9,7. On n'a pas 10 moins 10. Donc, vous devez calculer le quotient de réaction initial dans les deux cas possibles, soit petit a, soit petit b. Alors, premier exemple. Donc, quotient de réaction. Donc là, il faut faire 10 moins 6 fois 2, 10 moins 6. Donc, ça fait 2 10 moins 12. Et comparaison AKS. Donc, il faut comparer 2 10 moins 12 par rapport à 2 10 moins 10. Attention, les exposants sont négatifs. Donc, en fait, vous avez une valeur plus petite. Donc, c'était le cas initial, valeur trop petite. Il n'y a pas assez d'ions pour que le solide apparaisse. Donc, conclusion, il ne se passe rien. Le mélange reste limpide. Alors, je vous fais remarquer que 10,6 mol par litre, c'est des valeurs microscopiques. Ça veut dire qu'à peine vous mettrez plus, ça va précipiter. Et donc, logiquement, le cas numéro 2, il va se passer quelque chose. Donc, quel est l'état final dans le premier cas? C'est le même que l'état initial, c'est-à-dire on a mélangé Ag+ avec Cl- et il ne s'est rien passé. Donc, quel est l'état final? Ça, c'était la question la plus facile. Et du coup, vous vous doutez que le cas numéro 2 va être plus compliqué puisque
en plus, il y a beaucoup plus de lignes. Donc, même calcul, mais au lieu d'avoir 10-6, c'est 10-4. Donc, cette fois, vous avez une valeur de 10-8, c'est beaucoup plus élevé. Et comparaison à KS, KS, c'est toujours la même valeur de 10-10. Cette fois, vous avez une valeur plus grande. Donc, on est dans le cas numéro 2. Le quotient de réaction initial, il est trop grand. Le fait d'avoir fait ce mélange, alors, il ne se passe rien. Je reprends le petit a. Donc, première possibilité, là, vous avez mélangé les espèces et le quotient de réaction, il est plus petit que la valeur Ks, c'est la valeur minimum nécessaire pour que le solide existe. Donc, si jamais vous avez une valeur trop petite, 10-12, c'est 100 fois plus petit que 10-10. Donc, ça veut dire qu'il manque d'ions pour faire un solide. Donc, la réaction de précipitation entre Ag+ et Cl- n'a pas lieu. Et il reste les ions qu'on avait au début. Donc, c'est le même qu'à l'état initial au moment du mélange. On n'observe pas de précipitation. Alors, les ions ne réagissent pas. Dans le cas petit a, les ions ne réagissent pas. Chaque ion Ag+ ou Cl- reste entouré des molécules d'eau. Et il y a suffisamment de molécules d'eau pour faire pour les garder tous en solution. Et donc, il n'y a pas de réaction de précipitation. Donc, il n'y a pas de réaction. Les ions ne réagissent pas. Rassurez-vous, dans le cas petit b, il va y avoir la réaction. C'est bon pour le petit a? Alors, on passe au deuxième cas. Là, vous avez une concentration qui est comment? Elle est 100 fois plus élevée qu'au petit a où c'était 10-6. Vous voyez qu'on a des concentrations beaucoup plus élevées. Si vous faites le calcul, cette fois, le quotient de réaction de 10-8, quotient de réaction de 10-8, il est plus grand que Ks. Donc, cette fois, on est dans cette possibilité-là. Le fait d'avoir fait le mélange Ag+ et Cl- avec ces concentrations-là, c'était trop élevé et la solution ne peut pas accepter de garder tous ces ions solvatés par les molécules d'eau. Il y a trop d'ions. Donc, maintenant, il va y avoir précipitation de HCl parce que la solution, elle contient trop d'ions par rapport à ce que la solution peut accepter. Donc, cette fois, il va y avoir précipitation. Alors, dans le cas où il y a la réaction de précipitation, il va falloir l'écrire parce qu'il va falloir faire un tableau d'avancement. Alors, dites-moi, c'est quoi la réaction de précipitation de HCl? En fait, la réaction de précipitation de HCl par rapport à la réaction de dissolution de HCl, c'est la réaction exactement inverse.
la précipitation, c'est les ions donnent le solide. Donc, vous voyez que la réaction, ici, elle est écrite à l'envers par rapport à la dissolution. Et c'est uniquement maintenant que je sais qu'il y a précipitation que j'écris cette réaction. Pour le petit a, j'ai dit qu'il n'y avait pas de précipitation et donc je n'ai pas écrit cette réaction. C'est ça qu'il faut comprendre pour la résolution. Donc, le tableau d'avancement, à l'état initial en mol par litre, on a 10-4, c'est la valeur initiale ici, mol par litre. Cl- de 10-4, c'est ce qu'on trouve ici. Et le solide, au début, il n'y en a pas. Donc, on imagine qu'on est dans les microsecondes du mélange. À l'instant où vous avez mis les espèces, vous avez 10-4 mol par litre et 2 10-4 ici. Le solide n'existe pas. Qu'est-ce qui va se passer à l'état final? Donc, en mol par litre, on va appeler X l'avancement en mol par litre. Donc ici, on va avoir 10-4 moins X l'avancement. Et ici, 2 10-4 moins le même X, puisque vous avez une mol pour une mol. OK? Ce n'est pas parce que la valeur initiale ici, elle est différente, qu'on changerait combien il y a de X. On a toujours un seul. Et le solide, cette fois, on aura formé X mol pour 1 litre de solution. Dommage. Alors, pour trouver l'état final, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer la constante de réaction Kr de la réaction de précipitation. Vous vous rappelez ce que c'est, les constantes de réaction, c'est les produits divisés par les réactifs. Donc, l'activité du produit, ça fait 1, divisé par le produit des concentrations. Donc, ça fait 1 divisé par cette concentration fois cette concentration. Et en fait, la constante de réaction ici, c'est exactement l'inverse de cette expression-là. 1 sur Ag plus fois Cl-. C'est l'inverse. Puisque là, on avait écrit cette réaction dans le cas où le solide existe. Et maintenant, je sais que le solide existe. Donc, j'ai le droit d'écrire la même expression. Donc, finalement, Kr, ça va être égal à 1 sur Ks. Ks, on avait trouvé que c'était 2 10-10. Donc, 1 sur Ks, c'est 1 sur 2, 10 puissance plus 10. Donc, ça vous fait 0,5 fois 10 puissance 10. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette réaction? Une réaction qui a une constante qui a cette valeur. Comment on peut qualifier la réaction? Est-ce que vous vous rappelez des valeurs, des constantes? Ce qu'elles signifient, ça c'était chapitre très avancé, oui, mais on dit total, réaction totale. En fait, pour pouvoir qualifier une réaction, il faut regarder par rapport à 10 puissance 3 ou 10 puissance 4. Et là, c'est très, très grand. C'est combien? C'est 10 puissance 7. Ça fait 10 millions de fois plus grand que ce qu'il faut, à peu près. Donc, la réaction, elle est largement
totale. C'est beaucoup plus que très avancé. La réaction, elle est totale et elle va avoir lieu jusqu'à épuisement du réactif limitant. Les réactifs, il y en a deux, c'est Ag+ et Cl-. Donc, il suffit de trouver lequel est le plus petit, lequel est celui qui va s'éliminer en premier. On part de 10-4, on enlève X, et là, on part du double. Donc, forcément, c'est Ag+ le limitant. Et au maximum, qu'est-ce qu'on va obtenir? Au maximum, X sera égal à 10-4, et on aura complètement épuisé Ag+. Et donc, combien il va rester pour Cl-? Si X égale 10-4, alors Cl-, il restera 10-4 mol par litre, et le solide, on aura fait 10-4 mol de solide pour 1 litre de solution. Donc, comment qualifier l'état final? Donc, l'état final, c'est on observe un précipité. On peut même dire qu'on a 10-4 mol de solide pour 1 litre. Et les concentrations qui restent à l'équilibre, Ag+, c'est quasiment 0. Et Cl-, 10-4 mol par litre. J'ai mis un 2 points, mais ça, c'était fini. Donc là, vous voyez que ces exercices-là, ces types d'exercices-là, ils sont plus compliqués parce qu'il faut déjà supposer qu'on fait qu'on a le solide et qu'on le redissout. On part à l'envers, on doit raisonner à l'envers. On doit raisonner en disant, on suppose qu'on a le solide et on estime le quotient de réaction de dissolution. Et si on trouve une valeur qui dit que ça précipite, dans ce cas-là, on écrit la réaction de précipitation qui est à l'envers de celle de dissolution qu'on a raisonné au début. Voilà. Donc, j'ai fini pour la partie cours. Je vous laisse chercher en autonomie ces 3 activités. Les 2 premières, elles sont assez simples parce que c'est exactement les mêmes cas qu'on a vus juste avant, sauf qu'il faut faire attention aux coefficients stoichiométriques. Donc ça, je vous corrigerai la semaine prochaine s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et la troisième activité, en fait, elle utilise le cours que vous avez vu avec M. Métairie sur les complexes. Donc, il faudra réussir à utiliser à la fois les solides et les complexes.